La République dominicaine est une destination de choix pour des millions de vacanciers. Mais les plages de sable blanc ne rendent pas totalement compte d'un pays aux multiples facettes et à son peuple métissé si accueillant. La République dominicaine se dévoile au fil des rencontres, dans ses villes historiques, aux portes du désert ou au cœur d'une capitale en pleine mutation. Quoi que vous fassiez et où que vous alliez, vous serez toujours accompagné d'une musique festive, un air de bachata ou de merengue. Destination anti-stress par excellence, la République dominicaine dévoile ses plus beaux trésors. La République dominicaine se partage l'île d'Hispaniola avec sa voisine Haïti. Pour démarrer notre périple sur cette île des Grandes Antilles, direction la péninsule de Samana. Véritable île dans l'île, cette péninsule est une langue de terre longue de 50 km. Petite par sa taille, cette région abrite néanmoins les plus belles plages des Caraïbes, comme la Playa del Ricón, proche de Las Galeras. S'étirant sur 3 km, elle est ceinturée par d'immenses cocoteraies. C'est un fait. La Playa del Ricón est l'antithèse du tourisme de masse, loin du tumulte des hôtels-clubs de Punta Cana. La petite plage de Las Flechas, plus intime, est tout aussi paradisiaque. Le nom de ce site historique fait référence à la volée de flèches avec laquelle Christophe Colomb et son équipage furent accueillis lors du second voyage aux Amériques. Les Indiens Ciguayos, qui vivaient alors sur ces côtes, se montrèrent bien moins pacifiques que les Taïnos rencontrés un an plus tôt. Cette altercation que Christophe Colomb retranscrit dans ses livres de bord marque un changement radical dans les rapports qu'auront les conquistadors avec les peuples autochtones. Face à la baie portant son nom, la ville de Santa Barbara de Samana est le chef-lieu de toute la région. La ville est une destination de choix pour celles et ceux qui cherchent l'authenticité de la vie dominicaine. Véritable emblème de la ville, le pont piétonnier de Samana, long de 700 mètres, traverse et relie 2 îlots de la baie. Ce site offre aux promeneurs des points de vue imprenables sur la ville. Mais la véritable attraction à Samana se déroule au large, car la baie aux eaux tempérées et peu profondes accueille chaque année de décembre à mars les baleines à bosse en migration depuis les zones polaires, venues là pour s'accoupler et mettre bas. Le musée des baleines renseigne sur ces animaux gros comme des autobus, mais totalement inoffensifs. On y découvre qu'en 1976, la baleine Salt fut la toute première de son espèce à être nommée, et qu'après avoir été identifiée une première fois au Canada, elle fut réobservée et photographiée au banc d'argent au large des côtes dominicaines. Ces données permirent de retracer sa route migratoire et de mieux connaître ses habitudes. L'identification des baleines à bosse se poursuit et les sorties d'observation en mer sont un bon moyen pour le grand public d'aller à la rencontre des mammifères marins. La Canadienne Kim Bedal et son équipage proposent des sorties d'observation depuis 1985. Autant dire que sa connaissance des cétacés ne peut être mise en doute.
Kim a joué un rôle déterminant pour faire de Samana l'une des 10 destinations d'observation des baleines les plus prisées au monde. À bord du Puramiya, il est ainsi possible de suivre à bonne distance et sans les gêner les baleines présentes à cette saison. Le banc d'argent se situe à 11 km au nord de Puerto Plata et fait partie de notre sanctuaire. Les baleines qui viennent dans la baie de Samana ne sont pas résidentes à l'année. Parfois, elles sont photographiées au banc d'argent, parfois elles sont photographiées ici, parfois elles le sont aux 2 endroits la même année. Tous ces animaux sont en transit dans cette zone et utilisent la baie comme un immense bar à chanteurs, une sorte de karaoké. Les mâles viennent chercher les femelles viennent chercher des mâles, et si aucune rencontre n'a lieu, alors les individus passent leur chemin ou reviennent plus tard. En fait, toutes ces baleines ne sont qu'en perpétuel mouvement. Toutes les observations effectuées en mer, couplées aux photos d'identification, viennent enrichir la base de données formant le catalogue des animaux présents dans l'Atlantique Nord. Un travail long et méthodique auquel contribuent Kim et son équipe et qui revêt une importance capitale pour mieux connaître et finalement préserver l'espèce. Depuis 2011, la République dominicaine est membre à part entière de la Commission baleinière internationale, l'organisme officiel réglementant la chasse à la baleine. En 2016, par son vote à la CBI, le pays s'est clairement dit opposé à la chasse aux mammifères marins et résolument tourné dans la promotion du tourisme d'observation. Un bel exemple à suivre. Sur la côte nord de la péninsule, Las Terrenas est le plus francophone des villages dominicains. Avec sa communauté, le français y est devenu la seconde langue la plus parlée après l'espagnol. Longtemps enclavé, Las Terrenas n'était il y a encore 30 ans qu'un petit village de pêcheurs sans électricité ni eau courante. Avec le développement touristique, la région s'est peu à peu transformée et a vu naître de nombreux projets résidentiels et d'hôtels de luxe pour devenir une véritable destination balnéaire. Malgré tout, l'âme dominicaine y est bien conservée et sur la plage de Casablanca, le retour des pêcheurs rythme la journée. La dorade coryphène fait bien souvent partie des prises et vient garnir la carte des meilleurs restaurants en ville, tout comme le marlin blanc, le thon jaune et les fruits de mer. Las Terrenas a su conserver son authenticité et sa douceur de vivre. Et la beauté des paysages n'y est pas étrangère. Ces paysages caribéens inspirent bon nombre d'artistes peintres. Originaire d'Haïti, Yvon Silverin est arrivé en République dominicaine il y a 35 ans. La République dominicaine, c'est comme ça. Ici, là, c'est un petit côté, une petite île qui s'appelle Bagaïvé, au fond de la Romana. Ça, c'est une peinture de la République dominicaine. Ça, c'est une peinture de Samana. Samana, il y a des paysages comme ça. Ah ouais, j'ai appris à peindre en Haïti. En Haïti, dans mon village, là-bas, Haïti, Jacmel, c'est dans mon village. Il y a tous les enfants qui veulent peindre. On a un parc industriel qui apprennent les gens à faire de peinture. Et Jacmel, c'est toujours comme ça. Les gens de Jacmel, quand tu passes dans Jacmel, au lac New York, et qui s'appelle la New York, il y a beaucoup de personnes qui sont peintres, qui apprennent à peindre. Et vous voyez les ateliers, beaucoup d'ateliers
Tous les enfants apprennent peine là. Artiste accompli, Yvon s'inspire fortement des lumières et des couleurs qu'offrent les Caraïbes. Il faut l'avouer, la baie de Samana apporte une source inépuisable d'inspiration. Classée par l'UNESCO parmi les 30 plus belles baies du monde, cette reconnaissance valorise tout à la fois les richesses culturelles, économiques et naturelles qui s'y trouvent. La présence des baleines à bosse, bien sûr, mais aussi de nombreux sites sauvages et préservés, comme pour le parc national de Los Aitizes. Cet espace de 200 km², surnommé la baie d'Along des Caraïbes, tire son nom des pains de sucre calcaire plongeant dans la mer. En traversant une forêt de mangroves, on accède par voie d'eau à des grottes. Le site était connu des Indiens Taïnos et les formes peintes sur les parois attestent des croyances et des légendes de ce peuple disparu. S'offrir une visite en petit comité est le meilleur moyen d'approcher et d'observer dans de bonnes conditions les oiseaux se reproduisant dans ce sanctuaire de biodiversité. Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Elle est la plus ancienne ville du Nouveau Monde. C'est à Nicolas de Ovando que l'on doit sa fondation en 1502. À l'origine, simple hameau de maisons en bois situé sur l'autre rive du Rio Ozama, la ville va véritablement prendre son essor lorsque le roi d'Espagne, Ferdinand II d'Aragon, décide d'y placer le siège de la vice-royauté. Aujourd'hui, la métropole dominicaine compte plus de 3,5 millions d'habitants. Le quartier de la zone coloniale est un véritable musée à ciel ouvert et concentre un grand nombre de bâtiments historiques. Ce sont les tout premiers édifices construits par les Européens dans les Amériques. C'est par la rue des Dames que l'on franchit la porte d'entrée du fort Ozama. Situé à l'embouchure du fleuve qui lui a donné son nom, cet édifice militaire construit par les Espagnols protégeait la ville des attaques maritimes régulièrement menées par les Anglais et les Français. Surplombant l'estuaire, le donjon de l'Hommage se dresse au centre de l'enceinte. Il fit office de prison durant la terrible dictature que connut le pays au XXe siècle. Le parc Colomb est le dans la zone coloniale. Les Dominicains, qui savent toujours prendre la vie du bon côté, apprécient de se retrouver autour d'une partie de domino. Plus qu'un jeu, c'est ici une véritable institution. Sur la place où trône la statue du célèbre navigateur génois, on découvre la prima cathédrale Notre-Dame de l'Incarnation. Le premier édifice catholique permanent du Nouveau Monde. D'allure gothique tardif de style plâtresque, il est à l'image des bâtiments espagnols construits durant la Renaissance.
Sur sa façade, on peut y voir les blasons de la famille royale castillane. Le premier hôpital des Amériques, lui, n'a pas survécu aux affres du temps. Ce sont de petits pensionnaires colorés et très bruyants qui habitent désormais les lieux. Une colonie de conures maîtresses, une espèce endémique de l'île d'Hispaniola. En traversant la grande place d'Espagne, on accède à l'Alcázar de Colón, l'un des joyaux de la ville coloniale. Il fut érigé pour servir de palais à Diego Colón, alors premier gouverneur du territoire et fils de Christophe Colomb. Après le départ de la famille, le bâtiment restera le siège de la couronne d'Espagne et verra passer dans ses murs Cortés, Pizarro et Velázquez. Des conquistadors animés par la promesse des richesses du Nouveau Monde, au Mexique, au Pérou et à Cuba. Bâti en pierre de corail provenant de la côte, le monumental bâtiment a été érigé par plus d'1 millier d'indigènes soumis aux travaux forcés. L'édifice comportait à l'origine 55 pièces donnant sur 72 portes et fenêtres. On y visite désormais une reconstitution des appartements de la famille Colomb. Pillé par le redoutable pirate Francis Drake, l'Alcázar allait finalement être abandonné durant plusieurs siècles, jusqu'à sa rénovation en 1955. C'est le site le plus visité de Saint-Domingue. La rue commerçante El Condé est l'axe principal partant du fleuve et traversant la ville coloniale de part en part. Cette artère piétonne et animée mène à la porte du 27 février et au parc de l'Indépendance. La porte, qui était l'une des principales entrées pour la ville, a été le lieu de la déclaration de l'indépendance dominicaine en 1844. Chaque année, on y célèbre les 3 pères fondateurs de la nation. Francisco Sanchez, Juan Pablo Duarte et Mathias Ramón Mella. Sur l'autre rive du fleuve apparaît à plusieurs kilomètres un bâtiment en béton d'allure gigantesque. Il s'agit du phare de Colón, construit pour commémorer le 500e anniversaire de la découverte des Amériques. Ce mausolée en forme de croix latine, conçu par l'architecte écossais Joseph Ligleave, possède des dimensions qui laissent perplexe. 210 mètres de long sur 59 de large et pas moins de 70 mètres de hauteur. L'immense structure accueille en son centre un coffre, dans lequel les reliques du célèbre navigateur auraient été placées. Situé sur une colline, l'imposant édifice domine la ville de Saint-Domingue et l'esplanade en contrebas. C'est l'un des sites les plus venteux de la capitale. Les enfants des quartiers populaires l'ont bien compris et s'y amusent grâce aux alizés. Ce sont ces mêmes vents soufflant du large qui ont mené jusqu'ici les premières caravelles espagnoles il y a plus de 5 siècles. La ville coloniale de Saint-Domingue ne manque pas de charme. Et si l'on y séjourne un dimanche soir, alors il faut se rendre aux ruines du monastère San Francisco. C'est là qu'a lieu chaque semaine une soirée merengue sous les étoiles proposée par Grupo Bonnier et son orchestre.
Musique et danse sont indissociables de la culture dominicaine. Le merengue, véritable monument national, serait né dans la vallée du Cibao, au centre du pays. C'est sur ces notes festives que nous quittons Saint-Domingue pour la suite de notre voyage. Après 4 heures de route vers l'ouest, nous atteignons la plaine du cul-de-sac, entre les Sierras de la Neiba au nord et de Baoruco au sud. Cette vaste dépression accueille le plus grand lac des Caraïbes, le lac Enriquillo, situé à 40 mètres sous le niveau de la mer. C'est la région la plus aride du pays. Cette vallée est en fait un ancien détroit marin qui séparait autrefois l'île en deux. Lors de la baisse du niveau des mers, l'océan se retira, laissant une gigantesque cuvette d'eau dont la salinité est 3 fois supérieure à celle de la mer des Caraïbes. Aux abords du lac, on rencontre une espèce d'iguane dont les individus, une fois adultes, portent de petites cornes, ce qui leur a valu le qualificatif d'iguane rhinocéros. Totalement protégé, cet animal herbivore n'est pas l'unique saurien à être observé dans la région. Le lac Enriquillo est connu pour abriter une population de crocodiles américains. Mesurant de 4 à 7 mètres de long et pouvant peser jusqu'à 1 tonne, c'est l'une des plus grandes espèces de crocodiliens au monde. Totalement à l'aise dans cette eau hyper salée, l'animal prend ses bains de soleil sur les rives du lac. Mieux vaut alors ne pas s'y aventurer sans un guide expérimenté, au risque de poser sa serviette de plage au mauvais endroit. À l'arrivée des Européens, les grandes Antilles sont déjà peuplées et les Indiens Taïnos occupent la majeure partie de l'île Hispaniola. Lieu hautement symbolique pour les Indiens, les grottes de la Descubierta portent encore gravées sur leurs parois les représentations des divinités qui peuplaient leur imaginaire. Personnage emblématique dans la lutte autochtone contre le colonialisme européen, un jeune cacique ou chef coutumier du nom d'Enriquillo prit la tête de la résistance. 14 années de révolte et de combats acharnés, à l'issue desquels il conclut un pacte de paix avec les Espagnols, afin de récupérer des terres et d'entériner la fin de l'encomienda, un système basé sur les travaux forcés, systématiquement mis en place par les conquistadors dans le Nouveau Monde. Peine perdue, car après seulement 50 ans d'occupation, les Taïnos d'Hispaniola furent, après les Indiens des Bahamas, le second peuple amérindien anéanti au cours du XVIe siècle. En prenant la route vers le sud,
on atteint en moins d'une heure la côte et la mer des Caraïbes. C'est sur ces plages, au sud de Barahona, qu'une pierre semi-précieuse a été découverte. Une rareté géologique dont la seule mine connue au monde se situe dans ces montagnes côtières. Christian Vargas y possède un atelier lapidaire. Je suis artisan lapidaire et je vis en République dominicaine, le pays d'origine du Larimar. Je travaille la seule pierre au monde qui a cette couleur bleue de manière aussi naturelle quand on la coupe. Le Larimar vient de la montagne, à 14 km du bord de mer. L'histoire du Larimar remonte aux années 1970, où de petites pierres bleues étaient retrouvées sur le rivage. Puis, un géologue nommé Norman Rilling, un Américain, est venu ici et a lancé l'hypothèse que la pierre pourrait être charriée par la rivière et provenir en fait d'une zone située plus haut dans la montagne. Les habitants ont alors commencé à remonter la rivière pour prospecter. Jusqu'au jour où ils ont trouvé l'endroit d'où provenaient ces pierres bleues qui n'avaient pas encore de nom. Norman Rilling avait pour ami Miguel Méndez, qui habitait la région et travaillait sur les carapaces de tortues marines. Norman proposa à Miguel de travailler sur une pierre brute pour qu'il la façonne. La pierre n'avait pas encore de nom. Miguel décida donc de la nommer Larimar, contraction du prénom de sa fille Larissa et de Mar, qui signifie mer en espagnol, pour rappeler la couleur bleue de la mer des Caraïbes. Ainsi, le hasard a créé au plus profond des volcans une pierre semi-précieuse et unique au monde, affichant les couleurs de l'océan. En longeant la côte vers l'est, on découvre les dunes de Bani. Cette langue de sable d'une quinzaine de kilomètres s'est formée par la rencontre des courants marins. C'est sous l'occupation espagnole qu'a été convertie la plus grande plaine de production de sel des Antilles. Son exploitation y est toujours pratiquée et la technique de récolte basée sur les mêmes principes. Le soleil et le vent, quasi quotidiens dans la région, accomplissent parfaitement leur œuvre. Quant au travail des hommes, s'il est rude, austère et très peu mécanisé, il fait vivre plusieurs centaines de familles autour des salines, parmi lesquelles on compte beaucoup d'Haïtiens. Les paludiers collectent le sel avec une simple pelle et remplissent une sorte de barque à fond plat qu'ils tirent à la seule force des bras. Après avoir déposé leur précieuse récolte sur les bords du marais, celle-ci est récupérée par une locomotive sans âge qui l'achemine par rail jusqu'à une plateforme. Le sel des marais de Las Salinas est ensuite conditionné en sacs de 30 kg pour être expédié à travers tout le pays. Le sud-ouest de la République dominicaine, encore peu fréquenté, possède pourtant de quoi surprendre les voyageurs. Changement de décor. La République dominicaine jouit d'un territoire aux paysages variés. Et la cordillère centrale, aussi nommée les Alpes dominicaines, nous livre une toute autre impression à seulement 2 heures du bord de mer. Avec le Pico Duarte culminant à 3180 mètres, Hispaniola abrite les plus hauts sommets des Caraïbes. Cette région château d'eau alimente les fleuves du pays.
Le Salto Agua Blanca, la plus haute chute de l'île, déverse ses eaux à 1600 mètres d'altitude dans le Rio Grande. La rivière alimente ensuite les vallées environnantes avant de rejoindre le fleuve Yaque del Sur. Les pentes des montagnes sont couvertes de forêts de pin d'Hispaniola, une espèce ne poussant que sur cette île. Gravement menacée dans la partie haïtienne par une importante déforestation, les vastes espaces boisés de ce côté-ci de l'île sont mieux préservés. Les barbes, dont sont affublés les conifères, sont des plantes de la famille des Broméliacées. Connus sous le nom de mousse espagnole, ces végétaux se balancent au gré du vent et ne sont ni plus ni moins qu'une lointaine cousine épiphyte de l'ananas. Dans ce paysage de sommets inondés par le soleil, la petite ville de Constanza est située sur un plateau à 1200 mètres d'altitude. Elle est la seule ville du pays à connaître des températures négatives, même si sous ces latitudes, le gel ne dure que quelques heures par an. La région doit son expansion depuis les années 50 à la culture maraîchère. Les conditions climatiques des plateaux sont parfaites pour la culture des fraises, des salades et des oignons. Constanza est ainsi devenue au fil du temps la troisième ville du pays en termes de revenus et compte pour 4% du PIB national après les villes de Saint-Domingue et de Santiago. Cette région fertile alimente tous les marchés du pays et permet de satisfaire près des 3/4 de la demande en fruits et légumes nationale. La République dominicaine est même devenue le plus grand exportateur mondial de bananes et de cacao biologique. En quittant la cordillère centrale par le nord, on redescend sur la vallée du Cibao. Cette région occupe une large partie du centre de la République dominicaine et abrite en son sein des terres particulièrement fertiles où poussent les meilleurs tabacs du pays. De petites fermes, des fincas, continuent de perpétuer la culture du tabac et la production de cigares parmi les plus réputées au monde. C'est le cas à la fabrique Zemis Tobacco, près de Villa González. Rien ne prédestinait Sylvain Bischoff à venir s'installer au cœur du Cibao pour y tenir une fabrique. Mais sa passion pour la culture du tabac, une pratique née ici avec les Indiens Taïnos, le décida à franchir le pas. Car ce sont bien les Taïnos qui présentèrent aux Espagnols, et donc au reste du monde, toutes les supposées vertus de ce qu'ils nommaient alors tabaco. Bienvenue dans la vallée du Cibao, proche de Villa González, le pays des meilleurs tabacs. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de montagnes avec le pic Diego de Ocampo qui culmine à 1291 mètres d'altitude. C'est dans cette zone que les différents tabacs sont récoltés, comme le Piloto Cubano et l'Olor Dominicano, qui sont utilisés pour fabriquer des cigares de qualité supérieure. Cette vallée est divisée comme un triangle allant de Moca à Santiago et de Santiago à Villa González, ceinturée par la chaîne de montagnes du nord de la cordillère centrale. C'est cette vallée à la terre noire que l'on nomme la terre du tabac. En dehors de cette zone, il existe un autre type de tabac appelé Amarillo Parado, mais que l'on utilise uniquement pour la fabrication de cigarettes. La fabrication artisanale d'un cigare suit une procédure très précise. Tout d'abord, les feuilles de la tripe, c'est-à-dire composant le corps du cigare, sont assemblées pour être roulées en accordéon. Un mélange de 4 tabacs compose la tripe et sont placés selon leur force et leur rapidité de combustion. À l'extérieur, ce sont les tabacs légers et sucrés, donnant l'arôme et la consistance. L'Olor Dominicano Seco et l'Irrero, 2 tabacs haut de gamme 100% dominicains et qui garantissent une bonne combustion en périphérie. Puis vient à l'intérieur les feuilles de Piloto Cubano Seco et l'Irrero, plus puissants, aux arômes denses et brûlant moins vite.
Ce mélange, c'est le tabaquero qui le réalise, à l'estimé, sans balance ni instrument. Le savoir-faire du rouleur est donc un atout précieux, car un cigare doit avoir la bonne densité. Trop compact, la fumée ne passerait pas. Trop léger, sa combustion serait bien trop rapide et brûlerait la gorge. Le tabaquero termine alors son empoigne en la plaçant dans la presse, formatant le cigare au bon diamètre. Dernière étape, cosmétique, avec la pose de la cape qui recouvre l'ensemble. Cette dernière feuille possède une texture bien différente, moins nervurée, plus soyeuse et très élastique. C'est elle qui donne l'allure du cigare. La République dominicaine n'a de cesse d'augmenter ses exportations. À près de 6 millions de pièces à la fin des années 70, elle atteint désormais 350 millions d'unités vendues dans le monde, dont 210 millions de cigares de luxe. Une croissance prodigieuse provenant de l'excellente qualité du tabac dominicain et d'une rigoureuse sélection des feuilles de tabac utilisées, affichant zéro défaut. Rien d'étonnant alors que le pays se soit hissé au premier rang mondial des exportateurs de cigares. En remontant la vallée du Cibao, on atteint la ville de Salcedo, chef-lieu de la province d'Hermanas Mirabal. Ce petit bourg tranquille est au cœur d'une histoire tragique qui marqua le pays au siècle dernier. En parcourant les rues, les visiteurs découvrent de nombreuses représentations de papillons. Et ce n'est pas par hasard. C'est dans une maison à l'écart de la ville et devenue monument national que l'on rend hommage aux sœurs Mirabal. Issues de la bourgeoisie dominicaine des années 20, 3 des 4 sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, vont prendre la tête d'un mouvement clandestin au sein duquel elles hériteront du nom de code de Mariposa, papillon en espagnol. Leur but sera de lutter contre le régime dictatorial en place depuis les années 30 et à la tête duquel règne d'une main de fer Rafael Leonidas Trujillo. Dans la nuit du 25 novembre 1960, elles sont arrêtées toutes les 3 sur une route de montagne par les membres de la police secrète du régime. Sur ordre du dictateur, elles seront lâchement assassinées. Leur corps ainsi que celui du chauffeur replacés dans la voiture, puis jetés hors de la route pour simuler un accident. Le traumatisme que suscite leur disparition ravive dans tout le pays la volonté farouche de liberté. Trujillo sera finalement éliminé 6 mois plus tard lors du soulèvement de mai 61. Au cours des 3 décennies de la dictature, 30 000 personnes furent éliminées par le régime. Devenus orphelins, les 6 enfants des sœurs Mariposa sont recueillis et élevés par leur tante, la 4e sœur survivante, Belgica Adela Mirabal. En 1999, l'Assemblée générale des Nations unies proclame la date du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, en mémoire aux 3 sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa. La République dominicaine est redevenue un État libre et démocratique. Et malgré les difficultés du quotidien, la joie de vivre est ici un art qui se pratique sans modération.
Chaque année, en février, le carnaval de La Vega est l'un des plus hauts en couleur. Les masques revêtent ici une grande importance. Et à La Vega, ils sont sans doute parmi les plus élaborés, mais aussi les plus effrayants du pays. Une particularité provenant d'une époque où les cornes, les dents et la peau des animaux d'élevage servaient alors à leur confection. Fête populaire par excellence, le carnaval de La Vega est l'occasion de se retrouver pour danser et s'amuser. Après avoir traversé l'île, nous voilà arrivés sur la côte nord. Faisant face au rouleau de l'Atlantique et situé au pied de l'imposant pico Isabel de Torres, Puerto Plata est la 3e ville du pays. Après que Christophe Colomb ait reconnu la côte en 1493, c'est à Nicolas de Ovando que l'on doit sa fondation. Ce dernier souhaitait en effet une ville portuaire pour y faire transiter les matières premières et les marchandises entre l'Amérique et l'Europe. Le fort de San Felipe est alors érigé pour protéger l'embouchure du Rio San Marco. Mais les attaques incessantes des pirates et des corsaires ont toutefois raison de la place forte et la ville est finalement abandonnée par les Espagnols 30 ans plus tard. Désormais pacifié, l'édifice militaire accueille un musée d'histoire et veille sur la ville qui compte désormais 120 000 habitants. C'est autour de la place de l'Indépendance et de son kiosque en bois que prennent place les maisons coloniales de style victorien et gingerbread. Un style très présent en Haïti, puisant son origine à la fois dans les grandes demeures bourgeoises européennes et les constructions créoles en bois peint de couleurs vives. Certaines demeures témoignent d'un passé pas si lointain où les affaires de la ville étaient florissantes. Descendant d'un émigré allemand arrivé à Puerto Plata en 1865, Ángel Tomás Núñez Benz est issu d'une des plus grandes familles marchandes de la ville. Je m'appelle Ángel Tomás Núñez Benz. Je suis le petit-fils d'Augusto Benz, qui a construit cette maison à Puerto Plata. L'édifice date de 1800. C'est un architecte français qui en a conçu les plans. À cette époque, mon grand-père faisait beaucoup d'argent parce qu'il était le propriétaire d'une douzaine d'usines à sucre à Puerto Plata. C'est parce qu'il voyageait beaucoup en Europe et aux États-Unis qu'il a sans doute décidé la construction de cette maison impressionnante. En fait, de totalement inhabituel pour l'époque à Puerto Plata. Cette maison a rempli beaucoup de rôles. D'hôtel-restaurant, elle est devenue un hôpital, une banque, même une boutique de souvenirs. C'est-à-dire qu'au fil des ans, la propriété ayant souvent changé de main, chacun des propriétaires a attribué à la maison une fonction différente. Racheté par un couple d'Européens, et après d'importantes rénovations, le palace a retrouvé son usage d'antan et accueille à nouveau les voyageurs venant du monde entier. Pour embrasser du regard toute une région, il est bon de prendre de la hauteur. Pour gravir le pico Isabel de Torres qui domine la ville, il suffit alors d'emprunter le téléphérique.
le tout premier construit dans les Caraïbes. Les cabines parcourent les 2700 mètres séparant les deux gares en 7 minutes et vous propulsent à 711 mètres d'altitude. Sur la montagne, vous êtes accueilli à bras ouverts par un Christ rédempteur, une copie presque conforme à celui trônant au sommet du Corcovado de Rio de Janeiro. La visite se poursuit dans les allées du jardin botanique, où l'on déambule parmi les plantes tropicales dans la fraîcheur de l'altitude. Le littoral de cette région est souvent nommé la côte de l'ambre. En effet, elle abrite l'un des plus grands et réputés gisements d'ambre au monde. À Puerto Plata, proche de l'hôtel de ville, l'ancienne habitation de la famille d'Augusto Benz accueille désormais le musée de l'ambre, où il est possible de découvrir l'origine de cette pierre unique contenant des feuilles et des insectes emprisonnés dans la matière. Cette pierre végétale est en fait issue de la fossilisation de la sève d'arbres tropicaux qui ont poussé sur ces territoires il y a des millions d'années. Une autre sorte d'ambre, extrêmement rare et ne se trouvant qu'en République dominicaine, peut aussi y être découverte. Nous avons ici l'ambre le plus rare du monde. L'ambre bleu qui n'existe qu'à Puerto Plata. Vous pouvez voir que l'ambre bleu n'est pas bleu en soi, mais si nous le mettons sous les rayons du soleil ou une lumière ultraviolette, que se passe-t-il? Il change de couleur. Ce phénomène est essentiellement provoqué par des gaz volcaniques piégés dans l'ambre. Il faut savoir qu'un gramme d'ambre bleu de meilleure qualité peut coûter jusqu'à 5 fois plus qu'un gramme d'or. Très vite, ces mines d'ambre bleu furent connues des Espagnols. Christophe Colomb lui-même le mentionne dans ses écrits. À l'est de Puerto Plata se trouve le site historique des ruines de la Isabela. Lors de son second voyage, Christophe Colomb, alors vice-roi des Indes, débarque avec une flottille de 17 navires et plus de 1500 hommes. Il a la ferme intention d'y créer une présence espagnole permanente. Elle sera de fait la première colonisation européenne du Nouveau Monde. Aujourd'hui, il ne subsiste que peu de vestiges de cette première colonie. On y découvre les ruines de la maison où Christophe Colomb résida quelques mois. C'était alors une construction militaire comportant 2 étages et un mirador. Un peu plus loin, apparaissent les fondations d'une église où la toute première messe des Amériques fut célébrée. Mais cette première tentative de colonisation à l'embouchure du Rio Barabonico échouera face aux difficultés d'approvisionnement, à la malnutrition et aux relations de plus en plus conflictuelles qu'entretiendront les Espagnols avec les Taïnos. Très vite, les Européens céderont l'endroit au profit d'un autre site au sud d'Hispaniola et créeront la future Saint-Domingue.